Je voudrais commencer par dire qu'on est aussi à RSF à travailler à une charte de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les médias d'information qui sera publiée prochainement. Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qui se base sur deux principes. L'utilisation éthique, évidemment, de ces modes-là. Et deuxièmement, la transparence, c'est-à-dire d'informer le public si on utilise ces systèmes et dans quel but. Alors, écoutez, c'est difficile de suivre un tel panel, là. Mesdames et Simon, c'est extraordinaire. Et j'ai l'impression que si je faisais un reportage à un réseau d'information continue sur le colloque, la manchette, ce serait « L'intelligence artificielle va vraiment chambarder tout le domaine de l'éducation aux médias ». Et je pense qu'on est bien outillé quand même avec tous ces chercheurs de partout au monde qui travaillent là-dedans, les praticiens aussi. Alors, moi, je suis très, très, très optimiste, je suis très réjoui de ça. Il y a quelque chose, je ne ferai pas un résumé des conférences, là, parce que ce serait trop long puis ce serait répétitif, mais je vais faire part de quelques observations, quelque chose qui me sont venues à l'idée. Et la première chose, c'est que j'ai l'impression qu'on est rendu à la limite du fact-checking beaucoup, au sens où on l'avait. Quand j'ai quitté Radio-Canada il y a 5 ans, on avait permanentisé la vérification des faits, c'était un petit peu la mode, mais maintenant on voit à quel point on est rendu beaucoup plus loin dans ces démarches-là et que ça s'accompagne d'une éducation aux médias, de donner des outils au public, aux jeunes surtout, pour vraiment faire une utilisation intelligente des médias et échapper aux pièges. Si on regarde l'évolution des décrypteurs de cette émission-là qui maintenant disent c'est impossible de tout vérifier. Il faut choisir, il faut faire des choix sur les informations qui soient les plus toxiques ou les plus virales, qui ont le plus d'impact néfaste, mais en même temps s'assurer qu'on donne aux jeunes des outils justement pour pouvoir déjouer cette désinformation. Alors je me demande si quelqu'un travaille là-dessus, je ne le sais pas, mais si on fait une évaluation académique sur qu'est-ce que donne le fact-checking? Est-ce que ça donne encore des résultats? Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de fact-checking qui se fait. Est-ce que c'est un effet? Parce qu'on sait quand même qu'on prêche beaucoup aux convertis, pour utiliser un anglicisme, que les gens qui croient aux théories du complot ne vont pas souvent regarder les décrypteurs ou visiter les sites de fact-checking. Alors, c'est une des questions que je lance comme ça, s'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça. Deuxièmement, c'est l'évolution aussi des initiatives et des outils. On a vu à quel point il y a des initiatives, beaucoup en Europe, avec les chercheurs qu'on a vus de nos pays européens, qui jumellent aussi beaucoup l'interaction avec les journalistes et les jeunes pour vraiment développer des outils qui sont plus performants et faire une évaluation. Ça, je pense que c'est vraiment une piste qui, j'espère, va se propager un peu partout. Puis si j'avais une recommandation à faire pour le colloque de l'année prochaine, c'est si on peut développer peut-être un outil commun de vérifier les effets de tous les outils d'éducation aux médias qu'on utilise un peu partout dans les pays qui étaient présents ici aujourd'hui. On a vu cet exemple de l'Université de Louvain, une thèse doctorale qui est peut-être un peu compliquée, mais je veux dire, c'est peut-être la base de quelque chose. Et si on pouvait travailler collectivement à des outils qui nous permettent de mesurer les bienfaits ou les correctifs qu'il faut apporter à nos différents outils, je pense que ça pourrait être une piste de recherche intéressante. La relation aussi entre les journalistes et les jeunes, j'ai trouvé vraiment important de ne pas simplement faire de l'éducation aux médias à sens unique avec les jeunes, mais d'incorporer les journalistes dans cet exercice et aussi les universitaires. Alors, quand on a sur ces trois pôles-là, j'ai l'impression qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et je sais, pour tous les journalistes qui ont travaillé avec Ève et Lynn à votre projet de 30 secondes pour y réfléchir, je pense, avant d'y croire, voilà, que ça les a changés. Hein? On ne revient pas de ces sessions-là, pas transformés comme journalistes. Alors, je pense qu'il y a des très belles initiatives qu'on a vues dans les universités, surtout en Europe, et qu'on pourrait peut-être continuer à développer ici, avec un pendant un peu plus académique. J'ai une pensée aussi pour nos collègues africains qui ont fait des présentations ce matin
Et je pense que dans toute cette industrie de l'éducation aux médias, il faut demeurer conscient du fait que les conditions dans lesquelles les chercheurs et les gens qui travaillent à ça sont différentes dans certains pays. Et la difficulté dans des pays du Sud, surtout, où on a des gouvernements et des autorités qui n'y croient pas, enfin, à ces programmes-là, mais qui, au contraire, utilisent la désinformation pour se maintenir au pouvoir ou contrôler les populations, que de faire de l'éducation aux médias est une question beaucoup plus difficile et qui demande beaucoup de courage. Alors, je pense que tout le soutien qu'on peut apporter à ces gens-là en termes de transfert de connaissances, d'appuis différents, serait un atout. Sur la diminution de la qualité du français, bien, je suis d'accord. Je n'irai pas plus loin que ça. Sur l'intelligence artificielle, bien, écoutez, j'ai rien à ajouter, là, c'est tout frais dans nos mémoires, mais j'ai aussi remarqué l'optimisme, parce que ça fait un peu peur, hein, au début, mais de voir que la qualité de la réflexion qui se fait dans les écoles, le fait qu'il y a des programmes maintenant au ministère qui sont en train d'être développés pour pouvoir enseigner et discuter de cette question-là dans les écoles très bientôt, je pense qu'on est très bien outillés pour faire face à ces nombreux défis. Patrick vous a parlé un petit peu de la Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières. Excusez le vocable anglophone, mais RSF maintenant est une organisation internationale qui travaille dans plusieurs langues, donc l'anglais finit par être la langue commune. Alors, cette initiative, c'est une autre façon de combattre la désinformation. Et le principe est assez simple, c'est de dire qu'il ne suffit pas de débusquer la fausse information et les acteurs néfastes qui font de la fausse information. Il faut aussi promouvoir l'information de qualité. Alors donc, c'est un concept assez simple. C'est un peu comme le ISO pour le journalisme. Enfin, il y a des ISO pour les normes pour des micro-ondes, pour la construction de toutes sortes de choses. C'est un peu la même chose. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'un média est invité à remplir un questionnaire sur ses politiques éditoriales, sur sa chaîne de propriété, ses revenus, et aussi sur la transparence dont il fait preuve dans ses méthodes journalistiques. Et ensuite, il y a une évaluation. Et le média peut être certifié ou non. S'il n'y a pas de certification, il y a moyen d'améliorer les processus. Et l'idée, éventuellement, c'est que ça peut servir non seulement aux médias qui se qualifient, mais au public qui peut repérer des journaux, des médias qui sont dignes de confiance et qui sont certifiés comme tels, aux annonceurs qui mettent de la publicité, qui veulent s'assurer que leurs dollars vont dans des sites d'information qui sont fiables, pour les philanthropes et les gouvernements qui financent maintenant de plus en plus les médias d'information. Et aussi, éventuellement, ce qu'on souhaite, c'est que les plateformes, Facebook, Meta, enfin, Twitter, les autres, Google, utilisent cette certification-là du JTI comme repère et que les algorithmes aussi privilégient le contenu produit par des journaux qui sont certifiés pour que ça augmente la visibilité du contenu qui est certifié comme étant fiable. Alors, on a eu une première signature avec Microsoft cette semaine qui embarque dans le projet. On a plus de 800 médias dans le monde qui ont accepté d'être dans le programme. On a une vingtaine de médias qui sont déjà certifiés. On vient de commencer les certifications. Et il y a Radio-Canada qui en fait partie, parmi les premiers. Alors, c'est un processus qui commence, mais on espère que ça ne va pas régler tout le problème de la désinformation, mais peut-être que ça peut aider au moins à identifier plus les bons joueurs, si on veut, pour que le fact-checking et le doute soient plus sur un nombre réduit de gens qui font de l'information qui n'est pas fiable. Alors, voilà pour un petit peu mes remarques. Si j'avais une autre recommandation, bien, je pense qu'elle a déjà été faite, c'est qu'il y ait un autre colloque de ce genre l'année prochaine. Alors, merci à tous. Merci.